cette conférence nationale des métiers de journalisme ne pourrait pas exister si nous n'avions pas le soutien d'un certain nombre de structures et d'organismes, et je tenais à les remercier directement puisqu'on n'a pas la possibilité de le faire en visuel d'une manière présentielle. Donc, je voulais surtout remercier la CNEF audiovisuel, CPNEF audiovisuel, la CPNEF Presse, l'AFDAS, la CMB Santé, qui par leur soutien financier nous aident effectivement à organiser cette conférence, mais aussi principalement à éditer le livret qui suit nos travaux de réflexion. Je voudrais également remercier nos ministères de tutelle, celui de la communication et de l'information et celui de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation pour l'apport et le soutien qu'ils nous accordent régulièrement à travers l'organisation de ces journées de réflexion autour des pratiques professionnelles du journalisme. Voilà, ceci étant dit, on va maintenant entendre Bertie Ossé-Ouazzar pour la deuxième carte blanche. Alors, Bertie Ossé-Ouazzar est journaliste à l'AFP. En 2018, elle a soutenu un diplôme d'université en psychotraumatisme à l'université Paris-Descartes. Et ce DU s'intitulait « Journaliste face aux risques psychotraumatiques, quelle prévention ?» Donc, c'est tout à fait, ça s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre journée et c'est dans la continuité de ce qui a été évoqué dans la table ronde précédente. Et donc, je laisse la parole à Bertie. Bon, je me présente, donc je suis Bertie Ossé-Ouazzar, je suis journaliste à l'AFP depuis 20 ans. Auparavant, j'étais journaliste à Reuters. Et donc, voilà, j'ai soutenu un mémoire sur notre profession en 2018. Aujourd'hui, je vais parler donc de ce qu'est le psychotrauma, le trouble de stress post-traumatique, ce qu'on entend et ce qu'on lit sous le sigle anglais, le PTSD. Pourquoi les journalistes sont concernés et ce qu'il est possible de faire. Je souligne que pour ceux qui souhaitent avoir mon mémoire, je vais laisser mon adresse mail à la fin, vous m'envoyez un mail et je vous l'envoie et on pourra développer le sujet ensemble si vous le souhaitez. Alors, le trouble de stress post-traumatique, le TSPT, le psychotrauma a commencé à être étudié à la fin du 19e siècle avec ses impacts psychologiques lors des accidents ferroviaires. Les premières études sur les journalistes ont commencé au milieu des années 90 et il y a eu un essor d'études et de recherches après les attentats du 11 septembre. Beaucoup d'études aux États-Unis, au Canada, en Europe. Et je souligne qu'il n'y a quasi pas d'études sur le psychotrauma et les journalistes en France, à part une qui a été réalisée par le médecin du travail de l'AFP en 2018. Elle avait également suivi le DU sur le psychotrauma. Le trouble de stress post-traumatique répond à une définition vraiment très précise. Il faut avoir vécu un événement potentiellement traumatique. Et on l'a vécu, le sujet le vit avec effroi, un sentiment d'effroi, de détresse intense et un sentiment d'impuissance. On peut avoir été confronté à la mort et pas forcément. Ça peut concerner le sujet, mais également un proche. Alors, je vous donne des exemples de situations potentiellement traumatogènes. Parmi elles, il y a les prises d'otages, les accidents de voiture, les catastrophes naturelles, la pandémie, pour parler d'actualité, les cambriolages avec menace d'une arme. Entre 20 et 30% des personnes exposées à une situation potentiellement traumatique peuvent développer un TSPT. Je souligne que le risque peut aussi être de TSPT, peut intervenir quand on n'est pas confronté directement à l'événement. Et ça peut concerner justement les journalistes, puisque se rendre sur une scène de crime, d'un attentat terroriste, ou visionner la vidéo d'une tuerie, d'un tabassage, peut être un risque. Alors, la définition du TSPT regroupe aussi des symptômes très précis de psychotrauma. Je ne vais pas développer, donc il y a des flashbacks, un émoussement de l'affect,
le système neurovégétatif est complètement déréglé. Voilà, on sursaute au moindre bruit, ou au contraire, on est complètement dans le je ne sens rien, avec des complications de type dépressif, troubles anxieux, des addictions, des douleurs somatiques, des risques de suicide. Tout le monde n'est pas égal face au risque de TSPT parce que, par exemple, les femmes sont plus à risque que les hommes. Des professions ou des personnes qui vivent à répétition des événements potentiellement traumatiques sont également à risque. Je pense encore aux journalistes, mais aussi aux sapeurs-pompiers, aux militaires, aux policiers. Et avoir eu des antécédents de violence dans l'enfance ou à l'âge adulte peut faire développer augmente les risques de TSPT. Alors, comme dans TSPT, il y a le mot stress, quelquefois une confusion peut intervenir. Donc, je reprends cette image qui a été présentée par un de nos professeurs au DU et que je trouve très parlante. Le stress peut, une situation de deuil, de déménagement, de divorce, peut être vécu de manière bouleversante sans pour autant déclencher un TSPT. En revanche, le TSPT, c'est ce qui se passe à droite. Donc, le TSPT doit être soigné. Un psychotrauma, il se repère par des questionnaires et surtout, il se soigne. Ça, c'est très important de le souligner. Il se soigne et il se prévient. Alors, la prévalence du psychotrauma au sein de la population en général est de 1,9%. C'est une étude de référence qui a été réalisée en 2004, qui sert toujours de référence, dont, comme je vous ai dit, les femmes plus à risque 2,9% et 0,9% les hommes. Les journalistes, comme on le voit, sont plus à risque. 4,3% dans le DU que j'ai préparé, j'ai fait une compilation des études qui ont été réalisées aux États-Unis, au Canada, en Europe, au Japon. 4,3%, c'est une étude qui a été réalisée auprès de 1000 journalistes aux États-Unis de la presse écrite locale, et 4,3%. 59%, près de 60%, ce sont des journalistes, des photoreporters qui ont couvert les cartels de la drogue au Mexique. Quand on parle de psychotrauma, comme j'ai entendu à la passionnante table précédente, on pense systématiquement aux reporters de guerre, et c'est tout à fait juste de le penser, parce que la prévalence est de 30%, c'est-à-dire l'équivalent des reporters, des militaires et des vétérans de guerre. Mais c'est pas pour autant qu'il faut éluder la question auprès des journalistes tout terrain, parce que toutes les études montrent dans le monde que JRI, presse écrite, photoreporters, pigistes, évidemment, qui couvrent les sujets en général, peuvent être à risque. Donc, j'insiste lourdement, les journalistes sont à risque. Alors pourquoi à risque? D'une part parce que nous sommes la cible, la table ronde précédente a développé toute la partie cible potentielle, cyberharcèlement, harcèlement, blessures jusqu'au meurtre, emprisonnement, etc. Mais aussi parce que nous couvrons une actualité violente. Et quand on parle d'actualité violente, on pense évidemment aux conflits, aux guerres, mais pas que, parce que le fait de couvrir un fait divers sordide, un accident automobile ou la crise que nous traversons actuellement est aussi un facteur à risque. À souligner aussi qu'on est souvent les premiers à être sur le terrain, au même titre que les sapeurs-pompiers, les policiers, les humanitaires. Nous sommes les premiers. Donc, en ce qui concerne les journalistes de guerre, les correspondants de guerre, eux, c'est la double peine. Parce que d'une part, ils sont des cibles potentielles, ils sont dans des terrains violents, sur des terrains violents. Et en plus, ils doivent raconter par les images, les vidéos, le texte, des histoires humaines juste indicibles. Donc, c'est la double peine pour eux. Je souligne également qu'être exposé de manière, et là je pense aux éditeurs, parce qu'on parle là des journalistes de terrain,
journalistes locaux, journalistes correspondants de guerre, etc. Mais les éditeurs aussi, c'est important d'y penser, parce qu'être exposé de manière indirecte, fréquente, à des photos, des vidéos, peut avoir un impact sur le journaliste. Écouter un récit, le récit de victimes également. Pardon, je vais un peu vite. Voilà. Alors, que faire? Que faire? Pendant mon DU, quand j'ai préparé mon DU, j'ai interrogé les syndicats de journalisme, les rédactions, presse écrite, audiovisuelle, et les écoles de journalisme. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'abord prendre conscience du fait que nous sommes une population à risque, parce que le sujet reste tabou. Moins tabou peut-être qu'il y a une décennie, mais le sujet reste tabou. Donc, en parler ouvertement contribue à réduire le risque de psychotrauma. Au sein des autres populations de professionnels à risque, comme les humanitaires, les sapeurs-pompiers et les militaires, le sujet n'est pas tabou. Des vrais protocoles de prévention et de soins sont mis en place pour l'avant, le pendant et l'après la mission. Quelques rédactions, comme ça a été souligné précédemment, ont mis en place des protocoles très précis, comme à RFI, Reuters et à l'AFP. Mais quand même, la grande majorité des professionnels, que ce soit les écoles de journalisme, les rédactions ou les syndicats, ne font pas grand-chose. Alors, ce que j'ai entendu, c'est que au sein de la hiérarchie, des hiérarchies, les gens ne se sentent pas légitimes à aborder ce sujet. Certains estiment tout simplement qu'on n'est pas du tout concerné par le sujet, ou encore, ce qui est mis sur la table, c'est la question financière, parce qu'on sait très bien qu'on traverse une crise financière, une crise au sein des médias, et qu'il y a peut-être autre chose à faire que de s'occuper de la santé psychologique des journalistes. Sauf que si penser à la santé psychologique et à la santé physique des journalistes fait partie des responsabilités des directions. Au sein des journalistes aussi, le sujet est tabou parce que s'il y a une prise de conscience des risques que nous traversons, il y a une crainte d'être placardisé, d'être catalogué journaliste sensible, journaliste à ne pas envoyer sur le terrain. Et donc, on se tait. Et toutes les études, toutes les recherches au niveau international montrent qu'il y a cette culture du stoïcisme où en fait on se tait parce que le taf doit être fait. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est préparer le journaliste à couvrir des événements violents. Ne pas aller en manif, envoyer en manifestation un journaliste qui n'a non seulement pas été formé, alors qu'il y a des formations sur les manifs violentes, sur les terrains conflictuels, etc. Faire des préparations, donner les outils pour se protéger, des casques, des gilets pare-balles, des gouttes pour les yeux. Voilà, il suffit de donner ça pour que le journaliste se sente en sécurité et donc réduise les risques potentiels. Il y a énormément de ressources sur Internet qui sont proposées par RSF, CPJ, énormément de ressources sur le site américain d'Art Center, qui a été créé au lendemain du 11 septembre par des journalistes qui ont été très touchés par les couvertures qu'ils ont faites des attentats du 11 septembre et se sont demandé mais quoi faire. Et donc, vous verrez, les ressources du Art Center proposent beaucoup de choses qui permettraient justement de mettre en place des guides, des formations, des outils de sensibilisation. Idéalement, mettre en place aussi des soutiens psychologiques gratuits pour aider les journalistes. Il faut donner la possibilité à un journaliste de dire « non, je ne peux pas ». Entendre ce refus-là, ne pas stigmatiser cette personne, parce qu'un journaliste peut être
prêt à aller en mission aujourd'hui, être incapable de le faire pour plein de raisons dans un mois et vice versa, être en mesure de le faire aujourd'hui et incapable de le faire dans un mois. Être en mesure d'entendre cela et puisque les choses vont se dire de manière transparente sur le psychotrauma et les risques de couverture, il y aura pas de stigmatisation. Ne pas mettre des étiquettes sur les gens, ne pas partir du principe qu'un correspondant de guerre est la meilleure personne pour aller couvrir un attentat terroriste en France, un accident aérien, un accident de voiture. Ah bah tiens, toi qui as été en Syrie, vas-y, va couvrir le Bataclan ou autre chose. Non, couvrir un, un conflit à l'étranger, on s'y prépare, et on n'est pas chez soi. Aller couvrir un attentat à Nice chez soi, les répercussions sont nettement plus compliquées. Donc, j'ai entendu des histoires où des journalistes ont juste été terrassés après des couvertures au niveau local. Donc, encore une fois, j'insiste sur le fait que le psychotrauma peut être prévenu. Je le développe énormément dans mon mémoire. Il peut se soigner. Et donc, il y a des choses à faire pour prévenir le psychotrauma aussi, comme le font quelques rédactions et aussi les organisations humanitaires, les policiers, les sapeurs-pompiers. Il n'y a aucune raison pour que ce sujet soit tabou et non abordé chez nous. Alors, j'ai décidé de faire deux zooms précis. Un sur le travail sur les images violentes. J'ai retrouvé ces recommandations, je ne sais plus si c'est sur le site du RSF ou du CPJ, et je trouve qu'elles sont extrêmement parlantes, c'est-à-dire quand on travaille sur des images violentes, sur des sites où il y a des vidéos extrêmement violentes, il faut partir du principe qu'il y a une sorte de radiation et que la dose que l'effet nocif dépend de la dose de la radiation qu'on reçoit. Donc, ne pas regarder en boucle les images, les vidéos violentes. Regarder, se concentrer sur un pan de vêtement et pas sur la tache de sang, pas sur les yeux, pas sur le visage. Être extrêmement attentif à soi. Réduire le cadre de visionnage, faire des pauses et surtout ne pas regarder ces images violentes avant de se coucher. Un autre point très important, c'est ne jamais soumettre des images, des sons, des vidéos violentes à un collègue ou à un proche qui n'a pas été préparé. Et si on n'est pas obligé de le faire, ne surtout pas le faire. Un autre point extrêmement important, plus généralement pour les journalistes qui vont sur le terrain local, ne pas rester trop longtemps sur le lieu potentiellement traumatique. Une fois qu'on a terminé de tourner les images, la photo, prendre les interviews nécessaires, eh ben on part. On ne reste pas des heures à tourner en rond parce qu'on aimerait être utile, parce qu'on aimerait aider. Non, on ramasse ses affaires, on prend son stylo, on prend son bloc-notes. C'est sûr, c'est très difficile, hein. Je le sais, je l'ai vécu moi-même. Mais on part parce qu'il faut se prémunir, il faut se protéger. Très important. Autre zoom. Pardon. Un autre zoom, c'est une sorte d'angle mort dans l'angle mort. La fatigue de compassion, elle est très fréquente chez les soignants. C'est-à-dire que c'est une sorte de contamination qui est liée une contamination qui est liée à la victime, quand on s'occupe d'une victime potentiellement ou une victime traumatisée. On est contaminé psychologiquement. Les soignants le vivent beaucoup et les journalistes peuvent être touchés, notamment des rubricards qui couvrent depuis des années, voire des décennies, des sujets extrêmement difficiles, les faits divers sordides, les femmes battues, les incestes, les crises migratoires, beaucoup de sujets comme ça. On peut être touché par la fatigue de compassion. Et il y a des possibilités de réduire
le processus complexe qui s'opère dans le cerveau, casser cette contamination en cassant les synchronisations qui s'opèrent quand on interviewe une personne. C'est-à-dire, au lieu de se mettre en face à face avec la personne, on se met légèrement en biais. Au lieu de regarder directement dans les yeux la personne, on regarde au centre des yeux. On fait attention à sa propre respiration parce qu'automatiquement, on respire en même temps, de la même manière que la personne que vous interviewez. C'est-à-dire casser ces synchronisations permet de réduire cette fatigue de compassion. Réduire les interviews extrêmement difficiles aussi, c'est très important. Alors, je ne sais pas si je suis dans les temps. Je crois que j'ai un peu dépassé. Donc, je vais m'arrêter là. Et surtout, je vous ai donné, j'insiste sur le fait que vous pouvez m'envoyer un mail, je pourrais vous envoyer le DU, échanger sur le sujet bien volontiers avec vous. Et je vous ai mis là quelques lectures et quelques écoutes très intéressantes que j'ai trouvées. Voilà. Alors, il y a des questions. Pardon. Il me semble que le Dart Center a aussi mis en œuvre des formations pour sensibiliser travail sur le psychisme. Alors, le Dart Center, il travaille surtout aux États-Unis. Le Dart Center travaille surtout aux États-Unis. Il y a des possibilités de récupérer des informations extrêmement riches, intéressantes pour soi, pour mettre en place des guides, soit pour les étudiants en journalisme, soit pour les journalistes, soit pour les adhérents en parlant des syndicats. Mais en France, il y a aussi des formations qui sont prodiguées, notamment par sur les manifs violentes, par exemple, sur les couvertures potentiellement anxiogènes. Il y a le Manoir aussi qui propose des choses intéressantes. C'est France Média Monde qui met en place cette formation qui coûte très cher, d'après ce que j'ai entendu. Mais il y a de la ressource gratuite sur Internet. Toujours est-il qu'il faut surtout prendre conscience du fait que c'est un problème. Et voilà quoi. J'espère avoir été claire. Oui, vous avez été très clair. Dans la question qui a été posée, il y avait une autre dimension, me semble-t-il, qui était la dimension de le psychisme des personnes qui sont interviewées. Tout à fait. C'est-à-dire la prise en compte non seulement extrême, oui. C'est très, très important, tout à fait. Alors, comme je voulais aller vite, je n'ai pas développé ce facteur-là, mais connaître justement les mécanismes du psychotrauma permettent d'interviewer respectueusement aussi les victimes. Et ça, c'est très important, ce facteur-là. C'est-à-dire, souvent, on voit des photos de victimes non flouées, des interviews de personnes qui viennent de subir des situations extrêmement difficiles. Et souvent, je vois que c'est un journaliste qui n'est pas sensibilisé à cette question, parce qu'il faut aborder les victimes, il faut savoir aborder les victimes. Or, une fois qu'on connaît ce sujet du psychotrauma, on sait aborder respectueusement la victime. C'est extrêmement important. C'est vraiment merci de me poser cette question parce que c'est primordial. Merci. Merci à vous, Bertie, pour cet exposé qui reflète bien le travail que vous avez fait et qui, en tout cas, le met vite en lumière de façon très concrète dans l'exercice du métier. Merci beaucoup.